Europe 1, Gilles Kepel nous a rejoint. Bonsoir Gilles Bonsoir. Kepel. Vous publiez Holocauste, ce livre chez Plon, Israël, Gaza et la guerre contre l'Occident. On va y venir évidemment parce que c'est le cœur de cet ouvrage. J'aimerais juste savoir ce que vous pensez de ce qui se passe dans notre pays. Les attaques de l'islamisme en France, à la lumière de ce qui s'est passé au lycée Maurice Ravel, puisque le proviseur de cet établissement a été menacé de mort après avoir demandé à une élève de retirer son voile, ce qui est conforme à la loi, et que l'éducation nationale trouve que voilà, c'est pour des convenances personnelles qu'il a dû quitter ses fonctions, alors que c'est une défaite, évidemment, de la République. J'aimerais juste qu'on écoute Didier Lemaire, qui est un ancien professeur de philosophie, qui a vécu à peu près la même chose, qui a dû quitter aussi l'enseignement après avoir été menacé de mort par les islamistes. Écoutez. L'école, c'est l'école de la République, c'est l'école de l'émancipation, c'est celle qui permet de devenir citoyen. Et c'est donc la première cible, je pense, pour les islamistes aujourd'hui, c'est de fracturer cette école. En fracturant l'école, on fracture la nation, on monte une communauté, des individus qu'on assigne à une identité contre la communauté nationale. C'est la victoire de la rébellion sur l'autorité, sur la règle et de façon générale sur la loi. Les chefs d'établissement sont en première ligne pour faire appliquer les textes et donc ils sont les premiers visés. Gilles Kepel, pourquoi l'école est-elle à ce point-là ciblée par les islamistes ? Parce que c'est le lieu, comme l'a dit Didier Lemaire à l'instant, où on apprend l'esprit critique, la liberté. Et justement, la hantise d'un certain nombre de militants islamistes, c'est que justement l'école casse la logique séparatiste et communautaire et fonde les enfants dans le creuset national républicain, qui n'empêche pas de garder sa foi, ses coutumes, tout ce qu'on veut, mais l'emprise des religieux radicaux sur les enfants est diminuée d'autant à partir du moment où ils élaborent une pensée critique qui peut leur permettre de remettre en cause ces allégeances. Ça veut dire qu'on n'est qu'au début de ces attaques contre l'école de la République ? Que ça va se multiplier, s'intensifier, au début, malheureusement, non, puisque, comme on l'a vu de manière tragique, l'assassinat de notre collègue Samuel Paty et ensuite de notre collègue Dominique Bernard par deux personnes qui étaient originaires justement de l'Asie centrale, l'un un Tchétchène et l'autre un Ingouch, c'est-à-dire ces zones aujourd'hui où l'État islamique version wilaya du Khorasan dont il est originaire. Et cet État islamique version Khorasan, c'est pas du tout comme le Daesh que nous avons malheureusement connu. Ce ne sont pas en grande partie des jeunes Français qui sont partis et revenus à travers les expéditions qu'on a vues. C'est une branche particulière, que sont des Ouzbeks, des Tchétchènes, des Tadjiks, des Ingouches qui sont allés au djihad en Syrie, qui ensuite sont repartis. Mais nous avons des communautés, alors il ne s'agit pas de jeter bien sûr l'opprobre sur elles dans leur ensemble, dont certains membres sont venus en France, qui ont été accueillis comme réfugiés politiques après la deuxième guerre de Tchétchénie contre Poutine. Et deux d'entre eux, justement, ont commis dans ce que j'ai appelé moi le djihadisme d'atmosphère, c'est-à-dire sans être dans une organisation, mais en étant influencés par des réseaux sociaux, par des affinités, ont commis ces deux crimes monstrueux à l'intérieur de l'école et des crimes contre des professeurs qui ont été assassinés. Donc cette mouvance islamiste nous menace, y compris sur le sol français. Et d'autant plus avec cette incidence aujourd'hui de l'EI Khorasan qui, au début du mois de janvier, a causé un attentat en Iran, ensuite à Moscou, et bien évidemment, dans la perspective des Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui offre un spectacle majeur au monde. Tous les regards sont tournés vers Paris, et ça signifie évidemment que les services de sécurité sont en alerte maximum. Vincent Herouette, on a entendu hier le procureur du parquet national antiterrorisme, M. Ricard, dire qu'il était absolument inquiet de la sortie des radicalisés de prison. Parce qu'il y en a un certain nombre, quelques centaines, qui sont en train d'être libérés petit à petit, et ils représentent un danger réel. Tous les responsables de la sécurité qui ne sont pas en fonction et tenus au devoir de réserve disent à peu près la même chose. C'est que ces JO se présentent assez mal, sur le plan de la sécurité, justement. Quand on est sorti de prison, moi, ce que je vois, c'est que le Daesh, l'État islamique au Khorasan, s'est beaucoup développé grâce, justement, à l'effondrement de l'État au moment où les Américains sont partis et que les prisons se sont ouvertes en Afghanistan. Et ils ont pu ainsi recruter
et avec quelques attentats bien sanglants, se refaire une sorte de popularité dans les rangs. J'aurais voulu poser une question à Gilles Kepel, qui connaît bien justement ces mouvements. Vous n'avez pas été surpris dans l'attentat de vendredi? Rien ne vous a étonné? Le fait que le Daesh fasse appel à des... On parle de Moscou, là, Vincent. Hein. À des mercenaires. Pardon? Vous parlez de Moscou, de l'attentat de Moscou. Qu'est-ce que j'ai dit, Paris? Non. Je voulais préciser pour les auditeurs. L'attentat de Moscou ne nous a pas étonnés dans son déroulement? Des mercenaires, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont été payés? Oui. Ça, c'est ce que nous disent les services russes. Donc, pour l'instant, ce sont les aveux, comme vous l'avez remarqué, quand on a vu... Arrachés par la torture. Quand on a vu les suspects... ils avaient passé un mauvais quart d'heure. Donc je serais prudent, si vous voulez, pour tirer des conclusions pour l'instant. Tout ce qu'on a. Prolonger alors ce questionnement. Je vais le formuler différemment. Est-ce que ça vous a pas étonné? Normalement, on est plutôt habitué à justement des auteurs terroristes qui viennent et qui se font soit exploser, soit tuer pour ne pas être capturés vivants. Et le fait qu'ils se fassent capturer, somme toute, assez facilement, alors qu'on avait l'impression qu'ils étaient extrêmement entraînés et très armés, etc. Est-ce que ça, c'est pas un petit peu étonnant dans le déroulé par rapport à ce qu'on voit habituellement? Oui, c'est étonnant, à condition que ce soit effectivement eux qui aient commis des attentats. On n'en est pas du tout sûr. Si vous voulez, pour l'instant, on ne peut pas considérer dans l'heure actuelle que la parole des services de renseignement russes est l'expression de la vérité urbi et orbi. Je crois qu'il faut avoir une saine prudence en attendant cela. Dans votre livre Holocauste, vous revenez sur ce que vous appelez la razzia qui a dévasté le 7 octobre 2023 à l'État juif, où 1140 personnes ont été massacrées, violées, mutilées. Vous évoquez aussi la riposte armée de Tsahal sur Gaza qui provoque des milliers de morts. J'aimerais juste vous faire écouter le témoignage d'une ex-otage du Hamas. C'est extrêmement rare, une femme qui s'appelle Amit, qui s'est livrée au New York Times dans un très long entretien publié hier. Elle révèle pour la première fois les pratiques du Hamas sur les femmes qui sont otages, et notamment les violences sexuelles qu'elles subissent. Récit de Camille Guédon. Un témoignage horrifiant. Amit Soussana, ex-otage du Hamas, raconte avoir été enlevée à son domicile, battue et traînée à Gaza par au moins 10 hommes, dont certains armés. Plusieurs jours après son enlèvement, enfermée dans une chambre d'enfant et enchaînée à la cheville gauche, un ravisseur a commencé à lui poser des questions sur sa vie sexuelle. Aux alentours du 24 octobre, son geôlier lui a enlevé cette chaîne et l'a laissée dans une salle de bain. Il m'a assise au bord du bain et j'ai fermé mes jambes. J'ai résisté. Il n'arrêtait pas de me frapper et de me mettre son arme sur le visage, puis il m'a traîné jusqu'à la chambre. Il m'a forcé avec l'arme pointée sur moi à commettre un acte sexuel. Suite à ces révélations d'agression sexuelle, Israël a réagi au plus haut niveau. Daniel Hagari, le porte-parole de l'armée, appelle le monde à agir. Il s'agit d'un témoignage horrible. C'est un signal d'alarme. Un appel au monde à agir, à faire tout ce qui est en son pouvoir et à faire pression sur le Hamas pour qu'il libère nos otages. Le Hamas nie ces accusations, mais un rapport de l'ONU, publié début mars, faisait état de violences sexuelles commises par des membres du Hamas lors de l'attaque du 7 octobre, qui a fait plus de 1160 morts en Israël. Ce que vous décrivez dans votre livre, ce qu'on vient d'écouter, c'est un holocauste pour vous, Gilles Kepel? Alors, j'ai utilisé ce terme... Dans le sens originel du terme. Oui, j'ai utilisé ce terme holocauste au pluriel, il y a un S dans le titre, pour montrer en quoi l'accusation d'holocauste aujourd'hui est utilisée par un certain nombre d'acteurs sur place, mais aussi internationaux, de manière à changer complètement notre vision du monde. Holocauste, c'est sacrifice de masse. Voilà, sacrifice de masse. Et ce que va dire, par exemple, l'Afrique du Sud, c'est que l'Holocauste, qui est la manière dont on appelait l'extermination des Juifs par le nazisme en France, jusqu'à ce que le terme hébraïque de Shoah s'impose en France à la suite du film de Claude Lanzmann et du succès qu'il a eu, au fond, les Sud-Africains nous disent, quand ils vont à la Cour internationale de justice, c'est une vieille histoire, ça date d'il y a longtemps, c'est une histoire entre Européens et entre Blancs. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de fonder le système moral de l'univers, non plus sur le plus jamais ça de 1945, où il y avait un accord entre les soviétiques et les occidentaux, c'est une des rares choses qui a subsisté malgré la guerre froide, mais bien plutôt sur ce qu'ils appellent les crimes de la colonisation et de l'apartheid, et de transformer le monde de cette manière-là. Et dans cette vision-là, donc l'Holocauste, le génocide, le peuple génocidé, c'est-à-dire le peuple juif
à qui la terre d'Israël a été donnée par l'ONU dans des circonstances qu'on peut par ailleurs discuter, devait servir de refuge, est devenu, dans leur vision, le peuple génocidaire, puisque, dans leur interprétation, donc l'hécatombe qui a touché Gaza, comme vous l'avez rappelé, on ne sait pas exactement combien il y a de morts, parce que ce sont les chiffres du Hamas, mais enfin, ils sont très nombreux, 25-30 000 morts, c'est beaucoup, est aujourd'hui devenu ce qui s'oppose, d'une certaine manière, à la légitimité même de l'État d'Israël. Mais vous réfutez le mot de génocide, vous parlez d'une hécatombe. Oui, alors j'utilise le mot hécatombe parce que c'est le terme, si j'ose dire, technique le plus exact, et je voudrais montrer que, précisément, l'utilisation, à partir du moment où on utilise le terme génocide, on prend parti dans un camp ou dans un autre. Et moi, mon travail comme universitaire, ça n'est pas de me faire le porte-parole d'un camp ou d'un autre, mais d'essayer de comprendre et d'analyser au plus juste ce qui s'est passé. Vous voyez, j'ai été... vous aviez d'ailleurs eu la gentillesse de m'inviter. J'avais publié un livre le trimestre précédent qui s'appelait « Prophète en son pays » et j'ai été très sollicité pour décrypter, puisque j'étais qui j'étais avec l'expérience que j'avais, ce phénomène du 7 octobre. Donc, j'ai accumulé énormément d'informations et il m'a semblé qu'avec mes 40 ans d'expérience, je pouvais mettre ce phénomène en perspective. Je me suis enfermé chez moi dans le Midi et j'ai écrit ce livre pour essayer de donner des matériaux pour que nous arrivions à comprendre quels sont les enjeux. Alors, par exemple, le témoignage que vous venez de présenter, on avait bien sûr un certain nombre de gens qui avait parlé de ça, on avait eu des dénégations, et je pense qu'au fur et à mesure, c'est pourquoi c'est difficile d'écrire à chaud, mais j'ai essayé de le faire en prenant toutes les précautions possibles, au fur et à mesure, un certain nombre de témoignages de même ordre vont émerger de nouveau, et on aura aussi des témoignages sur ce qui s'est passé à Gaza, où, comme vous le savez, la presse ne peut pas pénétrer. Donc ça, c'est extrêmement important, parce que bien sûr, ce qui s'est joué en Israël le 7 octobre et à Gaza ensuite est horrible pour des raisons différentes, mais ce sont des gens qui sont morts. Dans l'affaire d'Israël, il y a eu des mutilations, il y a eu des viols, visiblement. Dans dans les bombardements de Gaza, des gens n'ont pas été violés explicitement, mais que vous soyez tué par une bombe ou rendu infirme à vie, ce n'est pas rien non plus. Et ce qui est important, je crois, c'est d'arriver à comprendre comment tous ces phénomènes, outre l'importance pour le Moyen-Orient, pour les identifications auxquelles peuvent se livrer un certain nombre de concitoyens et de compatriotes, comment ça a transformé le monde. J'explique notamment pourquoi il me semble que le 7 octobre est un événement qui, finalement, a plus de signification que le 11 septembre. Personne 2001. Aux États-Unis ou en France, à l'époque, c'était vraiment minoritaire et inaudible, n'a expliqué que le 11 septembre était un acte de résistance. Vous avez eu la philosophe américaine, la papesse du wokisme, Judith Butler, qui a déclaré chez les indigènes de la République à Paris l'autre jour October 7th was an act of resistance. Elle avait l'air d'ailleurs en C'est France, un acte de résistance, voilà. C'est un acte de résistance, oui, c'est pas difficile à traduire. Et évidemment, ça pose un certain nombre de questions. Et de même, on voit ce qui s'est passé aux États-Unis. Après le 11 septembre, l'université Harvard n'a pas été fracturée. Sciences Po n'a pas été occupée, etc. Vous voyez, donc je crois que ce sont des conséquences, y compris sur nos propres sociétés, qui sont très importantes. On voit aujourd'hui que, par exemple, l'ONU a voté une résolution de cessez-le-feu. Monsieur Netanyahou s'assied dessus, puisqu'il estime qu'aller au cessez-le-feu aujourd'hui, s'il n'a pas cautérisé la plaie du 7 octobre, c'est risquer son avenir politique en Israël. Puis il pense qu'il peut aller relativement loin, puisqu'il y aura des pressions minimales de la présidence américaine. M. Biden est candidat à ses réélections. S'il pousse trop dans le cessez-le-feu, il va être abandonné par l'électorat juif qui ira chez Trump. S'il ne le fait pas, il risque de perdre la jeunesse et un certain nombre de minorités. Donc vous voyez, on est dans cette situation d'Israël et Palestine, dans quelque chose qui nous concerne directement. Vous m'avez posé une question sur les Jeux Olympiques tout à l'heure et sur ce qui se passait ici dans les lycées. C'est en fait un phénomène qui est à la fois très local, mais en même temps qui est global et qui nous concerne tous. Une toute petite question de Tatiana et de Vincent. Ouais, très rapidement, parce qu'en fait, vous disiez, il y a eu des viols, visiblement, il y a eu des viols
Évidemment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des enquêtes qui sont menées qui montrent que non seulement le 7 octobre, le jour du massacre, les corps de femmes, d'enfants et d'hommes ont été mutilés. Mais également ensuite dans les tunnels, oui, d'après, on a eu un certain nombre de témoignages. On voit aussi que selon les témoignages, et des femmes vont revenir en devant être avortées parce qu'elles auront été mises enceintes à la suite de ces nombreux viols. Donc, ma question la suivante. La question étant de savoir combien vont revenir. Parce que l'une question, c'est que des 19 femmes en otage, évidemment, vont revenir en vie. On ne sait pas exactement. Ma question la suivante, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire comprendre aux personnes qui sont encore dans une sorte de relativisme par rapport à ce qui s'est passé et ce qu'il se passe encore aujourd'hui dans ces tunnels, et sans faire une concurrence victimaire. C'est-à-dire qu'il y a 32 000 morts, comme vous le disiez, selon le ministère du Hamas, chiffre invérifiable, pas de journalistes sur place, mais un désastre aussi humanitaire, humain, etc., bien évidemment. Mais cela dit, comment est-ce qu'on fait pour réaffirmer au monde le fait que ce 7 octobre, l'État d'Israël a failli dans sa mission première, qui était celle de la sécurité de son peuple, mais surtout que c'est, quelque part, un génocide. Parce que les gens sont venus, les gens du Hamas sont venus pour tuer, pour salir, pour mutiler des personnes qui étaient juives, et juste pour cette raison. Moi, ce que je fais dans mon travail d'universitaire, si vous voulez, je ne suis ni porte-parole, ni journaliste, ni autre, c'est d'essayer de restituer les faits dans leur totalité au moment où j'ai écrit, si vous voulez, tout ce qu'il y avait à disposition. Et de montrer pourquoi ça a été fait, comment ça a été fait. Si vous lisez le livre, vous verrez que j'essaie de comprendre quelles sont les logiques qui ont présidé à ce qui s'est passé. Comment est-ce que le Hamas a pu justifier ces exactions, y compris en se référant à un certain nombre de textes religieux, ou également pourquoi est-ce que M. Netanyahou a cru que c'était une bonne idée de faire stipendier le Hamas par le Qatar, pensant qu'ainsi il pouvait dire tout ce qu'il voulait, mais il ne mordrait pas, si j'ose dire. J'ai longuement visionné en arabe les vidéos de Yahya Sinwar, le chef du Hamas, etc. Moi, c'est mon travail, c'est de faire ça, vous voyez ? Universitaire, effectivement. Oui, j'essaie, même si je n'ai plus pour longtemps. Vincent, rapidement, il nous reste... Non, ce que dit le professeur Keppel est très subtil, mais moi, dans le mot d'Holocauste, il y a une dimension religieuse. Une dimension, dans l'écriture, on offre un sacrifice en Holocauste. Et dans l'Holocauste juif, que tous les antisémites ont voulu ramener à un simple génocide en niant à la fois le caractère industriel, de profanation même, le caractère quasi satanique, le fait de le mettre au pluriel, je le crains, fera un grand plaisir à tous ceux qui veulent à tout prix renvoyer dos à dos ce qui s'est passé le 7 octobre, qui était effectivement d'ordre génocidaire, et puis le massacre qui a lieu en ce moment de civils à Gaza, qui est un fait de guerre. Alors, Gilles Keppel, il nous reste très peu de temps, une minute. J'entends votre remarque, et notamment dans un certain nombre de milieux juifs, la remarque m'a été faite. Quand ils ont lu le livre, ils ont abandonné cette remarque. J'espère que vous lirez le livre aussi, Vincent. Parce que justement, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que ça n'est pas tellement à propos de ce qui s'est passé sur le terrain, c'est la manière dont aujourd'hui l'histoire est complètement, l'histoire du monde, les clivages du sud global contre le nord est recodé à partir de ces notions d'Holocauste qui sont opposées à celles de la Shoah, si vous voulez. Et ça, c'est le véritable enjeu planétaire, c'est la relativisation. C'est là-dessus que je m'interroge, ce pourquoi je mets ce S. Voilà, merci beaucoup Gilles Keppel. Votre livre chez Plomb, merci Vincent Herouet, Tatiana Rendard-Bazac et Geoffroy Lejeune. Dans un instant, vous retrouvez Hélène Zélani sur Europe 1 pour Europe 1 Soir et Christine Kelly sur CNews pour Face à l'info. Bonne soirée à vous.